Bonjour Marie-Laure Salgelik. Bonjour Adrien. Vous êtes doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po et professeure des universités. Et vous avez participé au Manifeste pour le progrès social en rédigeant notamment le chapitre « Comment transformer l'entreprise ?» Vaste sujet. Alors d'abord, vous plaidez pour une redéfinition de la responsabilité de l'entreprise. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors oui, en effet, l'idée est en fait de passer d'un modèle d'une définition de la responsabilité de compensation en fait, vers un modèle de définition de la responsabilité d'intégration. L'idée étant qu'on doit faire évoluer l'entreprise qui se centre aujourd'hui encore de manière prédominante sur la maximisation de la valeur pour l'actionnaire et qui, en marge, va faire de la compensation des externalités qu'elle peut produire de manière plus ou moins partielle, plus ou moins totale, vers un modèle dans lequel on va internaliser donc, dans les chaînes de valeur, dans les stratégies, dans les modèles d'affaires et donc dans les systèmes de comptabilité, très important, la responsabilité pour minimiser au maximum ces externalités. Alors, vous appelez aussi à démocratiser la gouvernance et le management. Est-ce que c'est possible ? Alors, démocratiser la gouvernance par définition, à partir du moment où on appelle à une responsabilité de compensation, on veut simplement dire évidemment qu'il va falloir que l'entreprise prenne en compte, bien au-delà simplement une raison d'être, mais prenne en compte un ensemble de parties prenantes qui vont donc devoir être assises autour de la table de manière beaucoup plus démocratique et égalitaire dans le système de gouvernance, et non plus avoir une gouvernance qui est au seul service de l'actionnaire. Donc ça, par définition, les deux transformations vont ensemble. Transformation du management aussi extrêmement nécessaire. Je crois que c'est une tendance qui s'affirme, un management qui soit un management beaucoup plus inclusif, beaucoup plus participatif et surtout beaucoup plus respectueux de l'humain, de l'être humain. Je crois que les jeunes ne veulent plus travailler dans des entreprises dans lesquelles le management ne va pas dans cette direction-là. Je crois que les nouvelles formes de taylorisme qui sont quand même très présentes dans nos entreprises sont des formes qui génèrent bien sûr finalement des démotivations fortes de la part en particulier de nos jeunes, mais qui vont aussi, et c'est important par rapport au premier point, générer des externalités humaines et sociales qui sont elles-mêmes des coûts, qui sont en général assumés par la collectivité. Et là aussi, si on redéfinit la responsabilité de la manière dont je l'ai fait dans le premier point, il est nécessaire de passer à des formes de management qui ne génèrent pas d'externalités ou moins d'externalités sociales et humaines. Donc vous défendez la raison d'être de l'entreprise, mais vous dites que ça va être seulement une pétition de principe finalement. Voilà, donc la raison d'être de l'entreprise est importante, c'est une affirmation d'une obligation de responsabilité par rapport à un intérêt général, mais elle doit s'inscrire véritablement, au-delà de simplement une pétition de principe, elle doit s'inscrire véritablement dans les chaînes de valeur, dans le modèle d'affaires, et doit véritablement transformer la manière de définir le profit aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas simplement, évidemment, de com, mais il s'agit véritablement d'une métamorphose des systèmes économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors vous évoquiez aussi la question du pouvoir détenu par quelques très grandes entreprises. Instantanément, on peut avoir en tête le nom de Google, par exemple. Quel défi ça pose pour limiter ce pouvoir aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs pistes d'action. Il y a évidemment des pistes qui sont plutôt de l'ordre de la régulation, et en particulier la régulation concurrentielle. Les législations antitrust doivent véritablement réinvestir la notion de compétition, parce qu'aujourd'hui, en fait, les seuils qui sont utilisés sont en général les seuils qui amènent à des structurations d'industrie qui sont pour la plupart oligopolistiques. Donc il faut redéfinir les seuils qui sont utilisés dans nos modèles économiques, tout simplement. Il faut aussi, bien sûr, se poser la question du financement politique, de l'action politique de ces entreprises, on le sait, que ce soit à travers le financement des lobbies, que ce soit à travers le financement des partis politiques, des campagnes, mais que ce soit aussi de manière un peu plus insidieuse et indirecte à travers le financement de tous les think tanks qui structurent les débats et qui finalement orientent très fortement l'action publique dans un grand nombre de pays. Et on sait que derrière ces think tanks, il y a des financements d'entreprises. Et donc il faut de la transparence et de la régulation sur tous ces financements. Il faut aussi, bien sûr, reposer la question de la limite de la philanthropie.
sans la remettre en cause. La philanthropie est un mécanisme important de nos systèmes économiques, mais jusqu'à quel point et quand la philanthropie doit-elle se transformer en finalement une responsabilité de payer les impôts qui sont ensuite utilisés par les États pour générer du bien commun. Alors, dernier point de votre chapitre, on pourrait parler de encore beaucoup de choses. Les logiques financières qui s'imposent à l'entreprise. On parle beaucoup de transformer la finance depuis 10 ans. Est-ce que c'est vraiment possible de la transformer ? Alors non seulement c'est possible, mais je pense que le mouvement est en marche. Les acteurs de la finance, en tout cas une partie des acteurs de la finance prennent conscience de cela. Je citerai le livre de Stéphane Voisin et Jean-Baptiste Bellon, Détox Finance. Je crois que c'est une bonne manière de résumer l'idée. Il faut détoxifier nos systèmes économiques du poids et de l'importance prédominante qu'a eu la finance sur les 30-40 dernières années. Il faut remettre la finance à sa place, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. La finance est importante comme un mécanisme de génération de biens et de services qui doivent être au service de la prospérité de l'humanité dans le respect de notre planète, puisqu'il n'y a pas de prospérité sans respect de notre planète. Mais il faut en effet revoir cette centralité de la finance qui est inscrite dans tous nos modèles stratégiques, économiques, à travers cette notion de la maximisation de la valeur pour l'investisseur et l'actionnaire, et reposer finalement les questions que j'indiquais au départ, d'une responsabilité beaucoup plus large de nos entreprises et de nos systèmes économiques. Merci beaucoup Marie-Laure Saldieric d'être venue nous parler de votre chapitre dans le Manifeste pour le progrès social. Merci beaucoup Adrien.